Ma mère, à la baby shower de ma sœur, a dit: Nous t'avons rayé du testament, tu ne mérites pas cette famille. J'ai lancé la vidéo sur la telle, leur sourire, on fige, et tout change. Je me tiens près de la table où se trouve un gâteau rose en forme de landau et je regarde ma mère se lever, une coupe de champagne à la main. Autour d'elle, il y a des invités, des amis de Kenzie, des proches. Tout le monde sourit, attendant le toast. Ma sœur est assise au centre de la salle, dans un immense fauteuil, entourée de ballons roses et de guirlandes en papier, avec l'inscription C'est un garçon. Elle a 21 ans, elle est enceinte et aujourd'hui c'est sa baby shower. J'ai aidé à organiser cette fête. J'ai commandé le gâteau, décoré la salle, envoyé les invitations. Je suis coordinatrice logistique de profession. Je sais tout planifier. Maman sourit de ce sourire parfait qu'elle arbore toujours en public. Elle porte une robe beige, sa coiffure est impeccable, son maquillage léger. Lorraine Garlock est une femme qui garde toujours son sang-froid. Je voudrais dire quelques mots, dit-elle, et la salle se tait. Aujourd'hui est un jour spécial. Ma fille Kenzie va bientôt devenir maman. Je suis tellement heureuse. Je me tiens à l'écart, une assiette de canapé à la main. Kenzie sourit, mais je vois qu'elle est un peu tendue. Gareth, son mari, est assis à côté d'elle et lui serre la main. Il est toujours comme ça. Calme, discret, en retrait des affaires des femmes. Maman fait une pause, boit une gorgée de champagne. Puis son regard se pose sur moi. Mais il y a encore une chose que je veux annoncer aujourd'hui, dit-elle, et sa voix prend un ton froid. Denis et moi avons pris une décision. Nous avons exclu Tara de notre testament. Silence, un silence complet, absolu. Je ne comprends pas ce que j'ai entendu. Les invités me regardent, puis regardent maman. Kenzie se redresse dans son fauteuil, les yeux écarquillés. Quoi demande doucement l'une des amies de Kenzie. Tara ne mérite pas d'avoir une famille. Poursuit ma mère d'une voix qui semble annoncer la météo. Elle a toujours été égoïste, elle était jalouse de sa sœur. Nous avons décidé que tous nos biens reviendraient à Kenzie et à son enfant. Je reste debout, incapable de bouger. Tout le monde me regarde. Denis, mon beau-père, est assis dans un coin de la salle et hoche la tête, approuvant les paroles de ma mère. Son visage est impassible. Kenzie me regarde, perplexe. Elle ouvre la bouche comme si elle voulait dire quelque chose, mais elle reste silencieuse. Gareth se penche vers elle et lui chuchote quelque chose à l'oreille. Je pose mon assiette sur la table, mes mains ne tremblent pas, je suis étrangement calme. Je me dirige vers la télévision qui se trouve dans le coin de la salle. Nous avions prévu d'y montrer des photos de Kenzie quand elle était enfant. Je sors mon téléphone et le connecte à l'écran. Tout le monde me regarde en silence. Tara, qu'est-ce que tu fais demande ma mère et sa voix n'est plus froide, mais inquiète. Je ne réponds pas. J'ouvre le fichier que je conserve depuis 3 ans, j'appuie sur Lire. Une image apparaît sur l'écran de télévision, l'intérieur d'une voiture, filmée avec un téléphone. On entend des voix. Tu es sûr que Tara ne le saura pas demande Denis. Comment le saurait-elle répond ma mère. Kalen ne sait même pas qu'elle existe et Tara pense que son père est mort quand elle avait 2 ans. Les invités se retournent vers l'écran, Kenzie pâlit. Mais si elle apprend que tu as trahi Robert demande Denis. Elle ne le saura pas, répond la mère dans la vidéo. Robert est mort. Kalen a disparu de ma vie avant même sa naissance. Tara n'a besoin de personne d'autre que nous et nous allons en profiter. Elle pourrait aller dans cette université, dit Denis. La bourse est complète. Elle n'aurait rien à payer. Et dépasser Kenzie. Maman rit. Non, je lui ai dit que la bourse n'était pas suffisante, qu'elle devrait aussi travailler pour payer sa chambre en résidence universitaire. Elle a pris peur et a refusé. La pauvre. On entend leur rire sur la vidéo. J'arrête l'enregistrement, je retourne vers les invités. Les sourires ont disparu. Tout le monde est assis, immobile. Maman se tient debout, un verre à la main, le visage blanc comme un linge. Ce n'est pas vrai, murmure-t-elle. Tara a falsifié. J'ai enregistré cela il y a 3 ans, dis-je calmement. Je suis revenue à la maison pour récupérer mon sac que j'avais oublié. Vous étiez assis dans la voiture près de la maison et vous discutiez. Vous ne m'avez pas remarqué. Denis se lève. Tu as gâché la fête, crie-t-il. Comment oses-tu Je le regarde calmement. Vous m'avez déshérité devant tout le monde, dis-je. Je n'ai fait que répondre. Espèce de salope vengeresse, crie ma mère. Je ne conteste pas, c'est peut-être vrai, je m'en fiche. Kenzie me regarde et quelque chose change dans ses yeux. Du choc, de la douleur, elle tremble. Gareth la prend dans ses bras et lui murmure quelque chose à l'oreille. Maman jette son verre par terre, le verre se brise en 1000 morceaux. Sors d'ici, crie-t-elle. Sors de ma maison. Je regarde Kenzie. Elle reste immobile, les yeux grands ouverts, et me regarde, puis elle murmure doucement, mais je l'entends. Je te déteste. Gareth se lève sans un mot et la conduit vers la sortie. Elle s'en va sans se retourner. Les invités commencent à se rassembler. Quelqu'un pleure, d'autres chuchotent. Denis s'approche de moi, le visage rouge de colère. Fais tes valises, siffle-t-il. Aujourd'hui, tu ne vis plus dans notre maison. J'acquiesce, je me dirige vers la sortie. Derrière moi, j'entends ma mère sangloter et Denis essayer de la calmer. L'un des invités dit C'est horrible. Je sors dans la rue, le soleil brille, je sors mon téléphone, je regarde l'écran. Il y a un message de Freya, ma collègue. Comment s'est passée la baby shower Je ne sais pas quoi répondre. Je rentre chez moi, dans la maison où j'ai vécu pendant 25 ans. Je rassemble mes affaires, vêtements, documents, ordinateur portable, tout tient dans 2 sacs. Denis se tient dans l'embrasure de la porte de ma chambre et me regarde faire mes valises. Tu as détruit cette famille, dit-il.
J'ai juste montré la vérité, réponds-je. Il reste silencieux, puis il se retourne et s'en va. J'entends la porte de sa chambre se fermer, je porte les sacs jusqu'à la voiture, je m'assois au volant, je regarde la maison où j'ai grandi, les briques roses, la véranda blanche, le parterre d'Astère, tout semble si paisible, mais une question me trotte dans la tête, qui est Kalen, l'homme avec lequel ma mère m'a trahi, et s'il est mon vrai père, où est-il maintenant? J'ai passé le premier jour après la fête prénatale chez Freya. Elle m'a emmenée de chez mes parents avec mes 2 valises et m'a dit que je pouvais dormir sur son canapé jusqu'à ce que je trouve autre chose. Son appartement est petit, en périphérie de la ville, mais propre et confortable. Freya travaille comme technicienne de laboratoire dans une clinique médicale. Elle a 32 ans et c'est la seule personne au travail qui ne m'ait jamais demandé pourquoi je vivais encore chez mes parents. Ne t'inquiète pas, m'a-t-elle dit cette nuit-là alors que j'étais assise sur son canapé et que je regardais le plafond. C'est leur faute. Non, je n'ai pas répondu, je ne savais pas quoi dire. Le lendemain matin, lorsque j'ai allumé mon téléphone, j'avais 37 appels manqués et 72 messages. La plupart provenaient de membres de ma famille. Certains me demandaient ce qui s'était passé, d'autres m'insultaient, d'autres encore m'envoyaient simplement un emoji avec un point d'interrogation. Le pire message venait de Kenzie. Elle avait publié un long post sur les réseaux sociaux, accompagné d'une photo de la fête prénatale où elle souriait entourée de ballons roses. La légende disait: hier aurait dû être le jour le plus heureux de ma vie. Mais ma sœur, à cause de sa jalousie et de son instabilité mentale, l'a gâché. Elle a montré à tout le monde une fausse vidéo pour salir maman et Denis. Je ne comprends pas comment on peut détester autant sa propre famille. Je demande à tout le monde de ne pas la croire. Elle est malade, elle a besoin d'aide. Il y avait 233 commentaires sous le post. Je n'ai pas pris la peine de les lire. J'ai bloqué Kenzie et éteint mon téléphone. Elle a peur, m'a dit Freya en voyant mon expression. Elle se défend. Elle ment, ai-je répondu. Oui, elle ment, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne souffre pas. Je ne voulais pas y penser. Kenzie avait fait son choix, tout comme ma mère, tout comme Denis. J'ai passé la deuxième journée à chercher un appartement. Mon salaire de coordinatrice logistique me permettait de vivre, mais tout juste. La location d'un studio bon marché engloutirait la majeure partie de mes revenus. Freya m'a proposé de rester chez elle pendant un mois ou deux, mais je ne voulais pas être un fardeau. Tu n'es pas un fardeau, m'a-t-elle dit. Tu es mon ami, et les amis s'entraident. J'ai hoché la tête, mais je n'ai pas répondu. Je n'avais pas l'habitude que quelqu'un m'aide sans raison. Le troisième jour, Denis a commencé à envoyer des messages à nos proches. Je l'ai appris par ma tante Vive qui m'a appelé le soir alors que j'étais assise sur le balcon de Freya à regarder le coucher de soleil. Tara, a-t-elle dit doucement, Denis dit à tout le monde que tu as truqué la vidéo, que tu as utilisé un logiciel de montage, que tu as toujours envié Kenzie et que tu as décidé de te venger. Mais ce n'est pas vrai, ai-je répondu. Je sais, mais beaucoup de gens le croient, il est très convaincant. Je suis restée silencieuse, tante Vive a soupiré. Écoute, je ne veux pas m'immiscer, mais si tu as besoin d'aide, si tu as besoin d'un endroit où dormir. Merci, l'interrompis-je. Mais je m'en sortirai. Elle se tut, puis elle dit doucement: ta mère a tort, ce qu'elle a fait, ce n'est pas bien, mais c'est ma sœur, je ne peux pas m'opposer à elle, je suis désolée. Je comprends, dis-je et raccrochai. Le quatrième jour, je me rendis chez un avocat, un petit bureau au deuxième étage d'un vieil immeuble avec des fenêtres en bois et une odeur de café. L'avocat, un homme d'une cinquantaine d'années aux tempes grisonnantes, m'écouta attentivement. Je lui montrai la vidéo. Il l'a regardée et a hoché la tête. C'est authentique, a-t-il dit. Mais juridiquement, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Que voulez-vous dire ai-je demandé. Un testament est une affaire privée, votre mère a le droit de vous en exclure sans donner d'explication. C'est sa propriété. Quant à la bourse, c'était il y a 7 ans, vous y avez renoncé de votre plein gré. Il n'y a aucune preuve de contrainte, mais elle m'a trompée. Moralement, oui. Juridiquement, non. Elle n'a signé aucun document. Elle n'a fait aucune déclaration officielle, elle vous a simplement donné un conseil qui s'est avéré malveillant. Je suis restée silencieuse. Il s'est penché vers moi. Écoutez, si votre mère ou votre beau-père essaient de vous poursuivre en justice pour diffamation, ce qui est possible, je peux vous défendre. Cette vidéo prouve que vous n'avez pas menti, mais si vous voulez vous venger, juridiquement, c'est impossible. Je l'ai remercié et je suis partie. Je ne voulais pas me venger, je voulais simplement vivre, mais je ne savais pas comment. Le cinquième jour, ma grand-mère Clarisse m'a appelé. Je ne m'attendais pas à son appel, ma grand-mère avait toujours gardé ses distances. Elle aimait ma mère, mais ne s'immisçait jamais dans ses affaires. La mère de ma mère, âgée de 88 ans, avait l'esprit vif et le caractère bien trempé. Elle vivait seule dans une grande maison à la lisière de la ville, là où mon grand-père avait vécu jusqu'à sa mort 10 ans auparavant. Tara, dit-elle d'un ton ferme, viens chez moi, tout de suite. Je n'ai pas demandé pourquoi. Je suis simplement montée dans ma voiture et j'y suis allée. Ma grand-mère m'a accueillie sur le pas de la porte. Elle est petite, mince, avec des cheveux gris rassemblés en chignon. Ses yeux sont clairs et perçants. Elle me regardait comme si elle voyait à travers moi. Entre, m'a-t-elle dit. Je suis entrée, la maison sentait les vieux livres et la lavande. Ma grand-mère m'a conduite à la cuisine, m'a fait asseoir à table et m'a servi du thé. J'ai vu la vidéo, a-t-elle dit sans préambule. Vive m'a envoyé, c'est vrai? Oui, ai-je répondu. Elle a hoché la tête. Je la regardai en silence, elle soupira. Reste chez moi aussi longtemps que nécessaire. J'ai une chambre libre. Tu peux vivre ici jusqu'à ce que tu te remettes sur pied. Grand-mère, pas de discussion, m'interrompit-elle. Tu es ma petite fille, et ce que ta mère a fait est inacceptable.
Elle se leva, s'approcha du téléphone accroché au mur et composa un numéro. Je l'entendis dire: Lorraine, c'est moi, je veux te demander. Tu te comportes comme une idiote. Tara est ta fille. Qu'est-ce que tu fais? Pause. Puis j'entendis un cri de l'autre côté de la ligne, la voix de ma mère, perçante et furieuse. Ma grand-mère écoutait en silence, puis elle a dit calmement: Si tu ne peux pas reconnaître tes erreurs, ne m'appelle plus. Tara vit avec moi, et si tu essaies de lui faire du mal, tu le regretteras. Elle a raccroché. Je suis emménagée chez ma grand-mère le lendemain. Freya m'a aidé à transporter mes affaires. La chambre était petite, un lit, une armoire, une table sous la fenêtre. Mais c'était la mienne. Pour la première fois en 25 ans, j'avais ma propre chambre où personne ne me contrôlait. Mais je n'étais pas tranquille. Ma mère continuait d'appeler Kenzie. Je le savais parce que ma tante Vive m'envoyait parfois des messages, courts, prudents, comme si elle avait peur que quelqu'un les voie. Kenzie est nerveuse. Maman lui met la pression. Elle dit que tu as détruit la famille. Je ne répondais pas. Que pouvais-je dire? Gareth restait silencieux. Il ne m'écrivait pas, ne m'appelait pas, il restait à l'écart. Je comprenais qu'il ne voulait pas s'immiscer dans nos drames familiaux. Mais parfois, j'avais l'impression qu'il était inquiet, qu'il voyait Kenzie déchirée entre sa mère et la prise de conscience de la vérité. Une semaine après avoir emménagé chez ma grand-mère, j'ai reçu une lettre. Une lettre papier ordinaire, dans une enveloppe blanche, sans adresse de retour. Je l'ai ouverte dans la cuisine pendant que ma grand-mère arrosait les fleurs dans le jardin. À l'intérieur, il y avait une feuille de papier écrite d'une écriture soignée. Je l'ai immédiatement reconnue. C'était celle de ma tante Vive. Tara, j'ai entendu parler de ce qui s'est passé à la fête prénatale. Je savais que ta mère trompait Robert. Je les ai vus ensemble quand tu étais bébé. Mais je ne pensais pas que tu n'étais pas la fille de Robert. Je suis désolée d'avoir gardé le silence pendant si longtemps. Le nom de ton vrai père est Callen Riordan. Il a vécu dans notre ville jusqu'à ce qu'il déménage dans l'état voisin il y a environ 25 ans. Je ne sais pas s'il est au courant pour toi, mais tu as le droit de connaître la vérité. Je suis désolée de ne pas pouvoir te soutenir publiquement, mais si tu as besoin d'aide, appelle-moi. Vive. J'étais assise dans la cuisine et je regardais cette lettre, Callen Riordan, son nom de famille. Je connaissais enfin son nom de famille. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro de ma tante Vive. Elle a répondu après la troisième sonnerie. Tara, sa voix était calme, prudente. Tu sais où il est en ce moment? Ai-je demandé sans préambule. Pause. Non, mais je peux essayer de me renseigner. Donne-moi quelques jours. Merci, ai-je répondu, et j'ai voulu raccrocher, mais elle m'a arrêtée. Tara, tu es sûre de vouloir le retrouver? Il ne sait peut-être même pas que tu existes. Ça pourrait être douloureux. J'en suis sûre, répondis-je. 2 jours plus tard, Tante Vive m'envoya un message. Une adresse dans un état voisin, un numéro de téléphone et un bref, je l'ai trouvé sur les réseaux sociaux, il est marié et a 2 enfants. Sois prudente. J'étais assise sur mon lit dans ma chambre et je regardais ce numéro. Callen Riordan, mon vrai père, l'homme qui ne sait même pas que j'existe. Ma grand-mère a frappé à la porte. Tara, tout va bien? Oui, ai-je répondu en rangeant mon téléphone. Tout va bien. Mais c'était un mensonge. Rien n'allait bien. Je tenais entre mes mains le nom, le prénom et le numéro de téléphone d'une personne qui pouvait tout changer, ou rien. Le soir, j'étais assise sur la véranda de la maison de ma grand-mère et je regardais le ciel étoilé. Le téléphone était dans ma main, le numéro de Callen s'affichait sur l'écran. J'aurais pu appuyer sur appeler, j'aurais pu entendre sa voix, j'aurais pu lui demander qui. Tu sais qui je suis? Mais je n'ai pas appuyé. J'avais peur, peur qu'il dise non, peur qu'il dise oui, mais je m'en fiche, peur qu'il dise laisse-moi tranquille. Ma grand-mère est sortie sur la véranda et s'est assise à côté de moi. À quoi penses-tu? M'a-t-elle demandé. Je me demande s'il vaut la peine de chercher des réponses, ai-je répondu. Elle est restée silencieuse, puis elle a dit doucement: Parfois, les réponses font mal, mais l'ignorance fait encore plus mal. J'ai hoché la tête, elle a posé sa main sur mon épaule. Quelle que soit ta décision, je serai à tes côtés. Je regardais le téléphone dans ma main, le numéro de Callen Riordan, mon seul lien avec la vérité, et je ne savais pas si j'étais prête à l'entendre. J'étais assise sur la véranda de la maison de ma grand-mère, le téléphone à la main, et je regardais le profil de Callen Riordan sur les réseaux sociaux. Son visage était ordinaire, honnête, avec de petites rides autour des yeux. Sur la photo, il se tenait près d'un bâtiment industriel vêtu d'un gilet de sécurité jaune. La légende sous la photo disait: Inspection à l'usine. Longue journée. Les commentaires de ses amis étaient des blagues sur le travail, le week-end, la pêche, une personne ordinaire, une vie ordinaire. J'ai fait défiler sa page, des photos avec sa femme, Cheryl, comme je l'ai appris grâce aux légendes. Elle sourit, l'embrasse. Infirmière, à en juger par la photo où elle porte un uniforme. 2 adolescents, un garçon de 16 ans et une fille de 14 ans. Ils ont tous l'air heureux, une famille normale. J'ai essuyé mes mains sur mon jean. Elles étaient moites. Lui écrire ou pas? Ma grand-mère est sortie sur la véranda avec une tasse de thé et me l'a tendue. Tu l'as trouvé? M'a-t-elle demandé. Oui, ai-je répondu. Et maintenant? Je ne sais pas. Elle s'est assise à côté de moi et a bu son thé en silence, puis elle m'a dit doucement: Tu as peur? Beaucoup. Alors écris-lui. Ta peur ne disparaîtra pas tant que tu ne l'auras pas fait. J'ai acquiescé. Elle m'a tapoté l'épaule et est rentrée dans la maison. J'ai regardé l'écran de mon téléphone pendant encore 5 minutes, puis j'ai tapé un message, je l'ai effacé, je l'ai retapé. Bonjour, je m'appelle Tara Harlock. Vous ne me connaissez peut-être pas, mais il y a environ 25 ans, vous avez fréquenté une femme nommée Lorraine. Elle était mariée, elle a eu un enfant, moi. J'ai besoin de vous parler. J'ai relu le texte 3 fois. Il semblait froid, officiel, mais comment écrire à un inconnu?
Bonjour, je suis peut-être votre fille. Et j'ai appuyé sur envoyer, j'ai posé mon téléphone sur la table, mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. La réponse est arrivée 20 minutes plus tard. J'ai sursauté lorsque le téléphone a sonné. Lorraine, nous nous sommes rencontrés il y a très longtemps. Elle a soudainement disparu de ma vie sans m'expliquer pourquoi. Je ne savais pas qu'elle était enceinte. Êtes-vous sûr que je suis... J'ai répondu rapidement. Oui, j'ai un enregistrement de la conversation où elle le confirme. Pouvons-nous nous rencontrer? Pause, une longue pause tendue. Puis, oui, mais je dois d'abord en parler à ma femme. Donnez-moi un jour. J'ai posé le téléphone et fermé les yeux. C'était fini, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le lendemain, Kalen m'a appelé. Sa voix était grave, légèrement enrouée. Tara a-t-il demandé prudemment. Oui, ai-je répondu. Je ne sais pas quoi dire. Cheryl, ma femme, veut te rencontrer. Elle dit que si c'est vrai, nous devons faire un test ADN. Es-tu d'accord? Bien sûr, ai-je répondu. Très bien, on peut se voir samedi, dans un endroit neutre, dans un café par exemple. D'accord, pause. Tara, si c'est vrai, je suis vraiment désolée, je ne savais pas, je te jure que je ne savais pas. Je comprends, répondis-je avant de raccrocher. Le samedi arriva trop vite, je roulais 3 heures pour me rendre dans l'état voisin. Ma grand-mère m'a proposé de m'accompagner, mais j'ai refusé. Ce devait être mon rendez-vous. Mon choix. Le café était petit, confortable, avec des tables en bois et une odeur de café. Je suis arrivée 15 minutes plus tôt, je me suis assise à une table dans un coin et j'ai commandé un thé. Mes mains tremblaient. Kalen est arrivé à midi pile. Je l'ai reconnu tout de suite. Il était exactement comme sur la photo, juste un peu plus âgé. À côté de lui se trouvait Cheryl, une femme de petite taille, aux cheveux courts et foncés, vêtue d'un jean et d'un pull bleu. Elle me regardait d'un air froid et inquisiteur. Ils se sont approchés de ma table. Kalen m'a tendu la main. Tara, j'ai serré sa main. Elle était chaude, ferme. Oui. Ils se sont assis en face de moi. Cheryl a posé ses mains sur la table et m'a regardé attentivement. Montre-moi cette vidéo, a-t-elle dit sans préambule. J'ai sorti mon téléphone et lancé la vidéo. Ils l'ont regardée en silence. À la fin, Kalen a caché son visage dans ses mains. Mon Dieu, a-t-il murmuré. Elle était mariée, je ne savais pas. Elle m'avait dit qu'elle était en instance de divorce, que son mari buvait. Je l'ai cru. Cheryl posa sa main sur son épaule, mais ne détourna pas son regard de moi. Tu veux de l'argent demanda-t-elle directement. Non, répondis-je. Alors quoi? La vérité. Elle resta silencieuse. Puis elle acquiesça. D'accord, faisons un test ADN. Si tu es sa fille, nous le confirmerons. Mais ne t'attends pas à ce que nous devenions ta nouvelle famille heureuse. Kalen a des enfants, il a une vie. Coucher avec une femme mariée et lui faire un enfant n'est pas quelque chose dont il est fier. Je ne demande pas à devenir votre famille, dis-je doucement. Je veux juste savoir qui est mon père. Kalen baissa les bras et me regarda. Il y avait de la douleur dans ses yeux. Je suis vraiment désolée, Tara. Si je suis vraiment ton père, je suis désolée de ne pas l'avoir su, de ne pas avoir pu être là pour toi. J'acquiesçai, je ne savais pas quoi répondre. Le test ADN fut effectué 2 jours plus tard. Le résultat arriva une semaine plus tard. J'étais assise dans la cuisine de ma grand-mère lorsque le téléphone a sonné. C'était Kalen. Tara, a-t-il dit doucement, c'est vrai, tu es ma fille. Je n'ai pas pleuré, je suis restée assise à regarder par la fenêtre. Ma grand-mère s'est approchée et m'a prise dans ses bras. Et maintenant ai-je demandé au téléphone. Je ne sais pas, répondit Kalen honnêtement. Cheryl dit que tu ne peux pas vivre avec nous. Elle n'est pas contre le fait que nous communiquions, mais elle n'est pas prête à t'accueillir dans notre famille. C'est trop compliqué pour nos enfants, pour nous tous, mais si tu as besoin d'aide, d'un peu d'argent, de conseils, je peux t'aider, je veux t'aider. Merci, ai-je dit. Il me suffit de savoir que tu existes. Il était resté silencieux, puis il a dit doucement. Tu peux m'appeler, quand tu veux, je te répondrai. J'ai raccroché et j'ai pleuré. Pas de chagrin, pas de joie, juste de fatigue. Parce que je connaissais enfin la vérité. Pendant ce temps, dans ma ville natale, la situation empirait. Maman et Denise continuaient à répandre parmi nos proches la version selon laquelle j'avais falsifié la vidéo, mais Tante Vive ne se taisait plus. Elle dit ouvertement à maman: Tu as tort, je connais la vérité sur Kalen. Et c'est la vérité, Lorraine. Tu as trahi Robert, tu as menti à tout le monde, admets-le. Ma mère était folle de rage. Elle a accusé Vive de trahir la famille et a menacé de ne plus jamais lui parler. Vive n'a pas reculé. Cela a provoqué une scission parmi les membres de la famille. Certains soutenaient ma mère, d'autres commençaient à douter. Je ne me suis pas immiscée. Je suis restée chez ma grand-mère. J'ai travaillé à distance, j'ai essayé de continuer à vivre, mais je n'avais pas l'esprit tranquille. 2 semaines après le test ADN, Freya m'a appelée. Tara, a-t-elle dit d'un ton inquiet. Tu as des nouvelles de Kenzie? Non, que s'est-il passé? Elle est à l'hôpital. Elle risque d'accoucher prématurément. Elle a été hospitalisée hier. Je suis restée figée. Elle en est à 30 semaines, a poursuivi Freya. C'est prématuré, beaucoup trop prématuré. Comment va-t-elle? Je ne sais pas, mais ta mère écrit partout que c'est à cause de toi que le stress que tu lui as causé a conduit Kenzie à cette situation. J'ai raccroché. Je me suis assise dans la cuisine et j'ai regardé par la fenêtre. Ma grand-mère s'est approchée et s'est assise à côté de moi. Ce n'est pas ta faute, m'a-t-elle dit fermement. Comment le sais-tu? Parce que ce n'est pas toi qui lui as causé du stress, c'est ta mère qui lui a causé du stress en faisant constamment pression sur Kenzie, en exigeant qu'elle reste du bon côté. Tu as simplement montré la vérité, je n'ai pas répondu, je ne savais pas si je devais la croire. Le lendemain, ma tante Vive m'a écrit: Kenzie a accouché prématurément, 30 semaines. C'est un garçon, il est en réanimation. Gareth ne la quitte pas d'une semelle. Ta mère t'accuse publiquement, elle dit que tu as tué ton neveu.
J'ai lu ce message encore et encore. Mon neveu, un petit garçon que je n'avais jamais vu, qui était en réanimation, qui luttait pour sa vie. Ma grand-mère était assise à côté de moi et me tenait la main. Tu veux aller à l'hôpital m'a-t-elle demandé. Non, ai-je répondu. Ma présence ne ferait qu'empirer les choses. Peut-être, a-t-elle admis, mais Kenzie est ta sœur et cet enfant est ton neveu. Je suis restée silencieuse, je ne savais pas quoi faire. Le soir, Gareth m'a appelé. J'ai sursauté en voyant son nom s'afficher sur l'écran. Il ne m'avait jamais appelé. Tara, dit-il doucement d'une voix fatiguée, je ne te blâme pas, tu comprends? Je ne te blâme pas. Comment va Kenzie? Demandai-je. Elle est épuisée, elle pleure. Sa mère est tout le temps à ses côtés, elle ne la laisse pas respirer. Elle dit que c'est ta faute. Kenzie, elle ne sait pas quoi penser. Et le bébé? Il se bat, il est petit, très petit, mais les médecins disent qu'il a des chances. Je fermais les yeux. Gareth, je suis désolée. Je sais, dit-il, mais ce n'est pas toi qui l'as poussé à faire ça, c'est ta mère. Elle n'arrêtait pas de faire pression sur Kenzie, exigeant qu'elle reste avec la famille. Kenzie était déchirée. Elle ne dormait pas, ne mangeait pas. Je l'ai vue, mais je ne suis pas intervenue. Je pensais qu'ils allaient régler ça entre eux. J'avais tort. Il s'est tu, puis il a ajouté: je ne laisserai plus ta mère diriger nos vies. Tu comprends? Kenzie et mon fils sont ma responsabilité et je les protégerai. Il a raccroché. J'étais assise dans la pièce sombre et je regardais le téléphone. Mon neveu, un petit garçon qui s'accroche à la vie. Gareth, qui pour la première fois de sa vie a décidé de s'interposer entre Kenzie et sa mère, et ma mère qui me reproche tout. Ma grand-mère a frappé à la porte. Tara, tout va bien? Non, ai-je répondu honnêtement. Rien ne va bien. Elle est entrée et s'est assise sur le bord du lit. L'enfant va survivre. Je ne sais pas. Gareth dit qu'il y a des chances. Elle a hoché la tête. Ah, alors attendons. Je la regardais. Grand-mère, si tu avais su ce qui allait se passer, aurais-tu quand même montré cette vidéo? Elle resta silencieuse pendant un long moment, puis elle dit doucement: oui, parce que la vérité finit toujours par éclater, tôt ou tard, et il vaut mieux que ce soit toi qui contrôle la manière dont elle éclate. Je m'allongeais sur le lit et regardais le plafond, et une seule question tournait dans ma tête: que va-t-il se passer ensuite? La première semaine après la naissance de mon neveu, je ne suis pas sortie de la maison de ma grand-mère. Je restais assise dans ma chambre, regardant par la fenêtre le jardin où ma grand-mère arrosait les roses et essayant de ne pas penser à ce qui se passait à l'hôpital à 20 kilomètres de là. Un petit garçon en réanimation, Kenzie épuisé et effrayé, ma mère qui me reprochait tout. Je travaillais à distance, je coordonnais les livraisons, répondais aux courriers, établissais des plannings. Le travail m'aidait à ne pas penser. Mais quand la nuit tombait et que je me couchais, les pensées revenaient quand même. Mon neveu. À quoi ressemble-t-il? Ressemble-t-il à Kenzie ou à Gareth? Va-t-il survivre? Freya m'appelait tous les jours. Comment vas-tu? Me demandait-elle. Ça va, répondais-je. Tu mens. Je sais. Elle soupirait. Tu veux que je vienne? Non, merci. Reste juste en contact avec moi. Toujours. Ma grand-mère se rendait à l'hôpital tous les jours. Elle partait le matin et revenait le soir, fatiguée, mais le regard clair. Elle s'asseyait dans la cuisine, buvait du thé et me racontait ce qui se passait là-bas. Le petit se bat, disait-elle le troisième jour en remuant le sucre dans sa tasse. Il est petit mais fort. Les médecins disent que ses poumons se développent bien. Le pronostic est prudemment positif. Et Kenzie? Demandai-je, assise en face d'elle. Ma grand-mère soupirait. Elle pleure beaucoup. Elle ne peut pas le nourrir toute seule, il est encore trop faible. Elle s'assoit près de la couveuse, le regarde à travers la vitre et pleure. Et Gareth, il ne la quitte pas, il dort sur une chaise dans la chambre, il mange ce que les infirmières lui apportent, Elle s'est tue et m'a regardée. Il est très inquiet. Pas seulement pour son fils, pour Kenzie aussi. Pourquoi? Parce que ta mère ne la laisse pas respirer. J'ai serré la tasse dans mes mains. Que fait-elle? Elle est tout le temps avec elle. Elle arrive tous les jours à 8 heures du matin et reste jusqu'au soir. Elle ne laisse pas Kenzie tranquille. Elle dit que c'est ta faute, que c'est toi qui l'as poussée à faire ça, que si tu n'avais pas montré cette vidéo, tout aurait été différent. Et Kenzie la croit. Ma grand-mère resta silencieuse, puis elle dit doucement: je ne sais pas. Kenzie ne dit rien, elle reste assise et pleure. Le quatrième jour, Gareth m'a appelé. J'ai sursauté en voyant son nom s'afficher sur l'écran. Il ne m'avait jamais appelé. Même lorsque nous avions organisé la baby shower, il m'avait envoyé un message mais ne m'avait pas appelé. Tara, a-t-il dit sans préambule, sa voix était fatiguée, rauque. Oui, ai-je répondu, le cœur battant plus fort. Je mets un terme à tout ça. Je ne supporte plus de voir ta mère détruire Kenzie. Je me suis tue, j'ai attendu. Je lui ai interdit, ainsi qu'à Dennis, de voir Kenzie plus d'une fois tous les 3 jours, a-t-il poursuivi. Je leur ai dit, soit vous respectez mes règles, soit vous ne voyez ni Kenzie ni votre petit-fils. Comment ont-ils réagi? Ai-je demandé doucement. Ta mère a crié, Denis a essayé de me convaincre que j'avais tort, mais je n'ai pas cédé. Je leur ai dit clairement: vous avez provoqué l'accouchement prématuré de ma femme. Mon fils est en réanimation à cause de vos drames et de votre stress constant. Maintenant, c'est moi qui gère la situation. Et eux? Ma mère a menacé d'appeler la police. Elle a dit que je n'avais pas le droit, que Kenzie était sa fille. J'ai répondu: Kenzie est ma femme et mon fils. Ma responsabilité, les gardes de l'hôpital sont de mon côté, je suis restée silencieuse. Je ne savais pas quoi dire. Tara, je ne te blâme pas, a-t-il dit doucement. Tu comprends? Je ne te blâme pas. Tu as dit la vérité. Et ta mère a utilisé cette vérité pour faire pression sur Kenzie. Ce n'est pas ta faute.
Merci, murmurai-je. Mais je laisserai ta grand-mère venir quand elle le voudra, ajouta-t-il. Elle était la seule à ne pas stresser Kenzie. Au contraire, elle la calme. Kenzie l'aime, elle a besoin d'elle. Je sais. Bien, je voulais juste que tu saches que je suis de ton côté. Enfin, pas de ton côté, je suis du côté de la vérité. Il raccrocha. Je restais assise dans la cuisine, les yeux fixés sur le téléphone. Ma grand-mère entra et posa une assiette de biscuits sur la table. Gareth demanda-t-elle. Oui, il a interdit à maman de voir Kenzie plus d'une fois tous les 3 jours. Ma grand-mère a souri. À peine, mais elle a souri. Enfin, quelqu'un qui remet Lorraine à sa place. Le lendemain, grand-mère confirma les paroles de Gareth. Il leur a vraiment posé un ultimatum, dit-elle en s'asseyant dans la cuisine après sa visite à l'hôpital. Lorraine était folle de rage. Elle lui a crié dessus, l'a menacé. Dennis a essayé de parler calmement, mais Gareth est inflexible. Les gardes le soutiennent. Kenzie, elle s'interrompit. Quoi, Kenzie? Pour la première fois depuis longtemps, elle semble un peu plus calme. Elle ne pleure plus autant. Gareth lui a dit qu'elle n'était pas responsable, que ce n'était pas sa faute. Que c'était sa mère qui avait causé le stress, pas elle. Elle l'a cru, je ne sais pas, mais elle a arrêté de pleurer. Le 5e jour, le fils de Kenzie est sorti de l'état critique. Sa grand-mère est revenue de l'hôpital avec le sourire. Il respire tout seul, m'a-t-elle dit en me serrant dans ses bras. Les médecins disent que le pire est passé. J'ai pleuré. Je ne sais pas pourquoi, j'ai simplement pleuré. Une semaine plus tard, Kenzie m'a appelé. J'étais assise sur la véranda en train de boire un café quand le téléphone a sonné. J'ai vu son nom s'afficher à l'écran et je me suis figée. Je l'ai longuement regardé, puis j'ai répondu. Tara, a-t-elle dit doucement. Oui. Pause, une longue pause gênante. Comment vas-tu a-t-elle finalement demandé. Bien, et toi? Fatiguée, effrayée, mon fils est en soins intensifs, je ne sais pas ce qui va se passer. Je suis restée silencieuse, je ne savais pas quoi dire. Ma mère n'arrête pas de dire que c'est ta faute, a poursuivi Kenzie sans colère dans la voix, juste de la fatigue. Que tu m'as poussée à bout, que si tu n'avais pas montré cette vidéo, tout aurait été différent. Mon fils serait en bonne santé. Et tu la crois demandai-je prudemment. Elle resta silencieuse. Puis elle dit doucement. Non, je ne sais pas qui croire. Gareth dit une chose, ma mère en dit une autre, et moi, je suis juste fatiguée. Kenzie, je serrai le téléphone. Kenzie, je ne suis pas responsable du fait que ta mère ait fait pression sur toi, j'ai juste montré la vérité. Je sais, dit-elle doucement. Je restais silencieuse, je la comprenais, bien sûr que je la comprenais. Comment s'appelle-t-il demandai-je enfin. Nathan, répondit-elle. Nous l'avons appelé Nathan, c'est un joli prénom. Oui, nous sommes restées silencieuses. Puis Kenzie a dit doucement. Gareth a interdit à maman de venir plus d'une fois tous les 3 jours. Je sais, il m'a téléphoné. Il a raison, je comprends, mais c'est difficile pour moi. C'est ma mère et il dit que c'est elle qui m'a poussé à faire ça. Poussé, ai-je dit doucement. Je sais, nous avons parlé pendant encore 15 minutes, de tout et de rien, du temps, du travail, du fait que Gareth ne dormait pas la nuit, qu'il restait assis près de la salle de réanimation. Nous n'avons pas parlé de maman, nous n'avons pas parlé du testament, nous n'avons pas parlé de cette vidéo. Nous avons simplement discuté. Pour la première fois depuis des années, nous avons simplement discuté comme des sœurs. Quand elle a raccroché, j'étais assise sous la véranda et je regardais le ciel étoilé. Grand-mère est sortie et s'est assise à côté de moi. C'est bien, a-t-elle dit, que vous ayez parlé. Elle ne s'est pas excusée, elle n'en est pas encore capable, mais elle a commencé à réfléchir, et c'est déjà quelque chose. Le 10e jour après l'accouchement, ma mère est venue chez ma grand-mère. J'ai entendu la voiture s'arrêter devant le portail et je suis sortie sur la véranda. Ma mère se tenait près de la clôture, elle avait l'air épuisée. Elle avait les yeux rouges et ses cheveux n'étaient pas aussi soigneusement coiffés que d'habitude. Elle portait une robe sombre que j'avais vue des centaines de fois. Tara, a-t-elle dit sans entrer, il faut qu'on parle. De quoi ai-je demandé sans m'approcher. De ce que tu as fait, du fait que tu as détruit cette famille. J'ai souri, un sourire froid, sans joie. Je l'ai détruite, ou toi, quand tu m'as menti à propos de mon père, quand tu m'as forcé à renoncer à ma bourse, quand tu m'as déshérité devant tout le monde. Tu ne comprends pas. Elle a élevé la voix et s'est approchée de la clôture. Je l'ai fait pour toi, pour Kenzie, pour que vous ayez toutes les deux une vie meilleure. En me mentant, en me manipulant, c'est ça que tu appelles une vie meilleure. Elle se tut. Elle me regarda et je vis quelque chose d'étrange dans ses yeux. Pas de la colère. Pas de la culpabilité, quelque chose d'autre, de la fatigue, du désespoir. Tu as toujours été un problème, Tara, dit-elle doucement, presque dans un murmure. Toujours, depuis le jour où tu es née. J'ai essayé de t'aimer. Dieu m'en est témoin, j'ai essayé, mais tu me rappelais mon erreur. Kalen, la trahison. Je la regardais en silence. Mon cœur battait calmement, étrangement calmement. Robert est mort sans connaître la vérité, continua-t-elle. Je lui en suis reconnaissante. Il pensait que tu étais sa fille. Il t'aimait et moi, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas te regarder sans penser à ce que j'avais fait. C'est pour ça que tu as détruit ma vie demandai-je calmement. Je ne l'ai pas détruite, cria-t-elle. Je voulais simplement.
Je voulais que Kenzie ait une vie meilleure. Elle est c'est la fille de Danny. Elle est pure. Elle ne me rappelle pas mon péché. Et moi, je te le rappelle. Oui, elle me regardait avec haine. Oui, tu me le rappelles tous les jours. Chaque fois que je te vois, je me souviens que j'ai trahi mon mari, que je lui ai menti, qu'il est mort en pensant que tu étais la sienne. Je suis restée silencieuse. Je l'ai regardé. Et pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas sentie coupable. Tu as tout détruit, a-t-elle dit doucement. Tu as montré cette vidéo, tu as provoqué l'accouchement prématuré de Kenzie. Tu as envoyé mon petit-fils en réanimation, j'espère que ça en valait la peine. Elle s'est retournée et est allée vers la voiture. Je l'ai regardée s'asseoir, démarrer le moteur. Avant de partir, elle a baissé la vitre et m'a regardée. Tu n'as jamais été ma fille, a-t-elle dit. Jamais. Et elle est partie. Je suis restée sur la terrasse à la regarder s'éloigner. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, je suis juste restée là. Ma grand-mère est sortie et m'a prise dans ses bras. Elle a tort, m'a-t-elle dit d'un ton ferme. Tu m'entends? Elle a tort. Je sais, ai-je répondu, mais c'est plus facile pour elle de me blâmer que de se blâmer elle-même. Oui, c'est plus facile pour elle, mais cela ne la rend pas juste. 2 jours plus tard, ma grand-mère a convoqué une réunion de famille. Une réunion restreinte, seulement les plus proches. Maman, Denis, Kenzie, Gareth, Tante Vive et moi. Ma grand-mère a dit que c'était important, que tout le monde devait être présent. Maman a essayé de refuser, mais grand-mère lui a dit froidement: soit tu viens, soit tu le regretteras. Nous nous sommes réunis dans le salon de grand-mère à 4 heures de l'après-midi. Kenzie semblait plus pâle, plus maigre, avec des cernes sous les yeux. Gareth était assis à côté d'elle, lui tenant la main sans la lâcher une seconde. Maman et Denis étaient assis à l'écart, regardant grand-mère avec méfiance. Tante Vive était assise sur le côté, serrant nerveusement ses mains, les yeux fixés sur le sol. Grand-mère se tenait au centre de la pièce, des papiers à la main. Elle portait une robe sombre et ses cheveux étaient attachés en chignon. Elle semblait vieille, mais forte. Je vous ai convoqué pour vous annoncer une décision importante, dit-elle d'un ton ferme en regardant chacun à tour de rôle. J'ai réécrit mon testament. Maman se redressa dans son fauteuil, Denis se pencha en avant. Maman, qu'est-ce que tu... Commença maman. Tais-toi, l'interrompit froidement grand-mère. Écoute d'abord. Elle leva les papiers et les montra à tout le monde. Tous mes biens, à savoir la maison, mes économies et celles de mon défunt mari, les actions que nous avons accumulées au cours de 40 ans de vie commune, reviennent à Tara. Silence, un silence absolu et pesant. Quoi? S'écria maman en se levant de sa chaise. Son visage était rouge. Tu es folle? Assieds-toi, dit froidement grand-mère. Je n'ai pas encore fini. Maman s'assit, mais ses mains tremblaient. Denis regardait grand-mère bouche bée. Lorraine, tu recevras un dollar symbolique, continua grand-mère calmement. C'est une exigence légale pour montrer que je ne t'ai pas oublié. J'ai simplement décidé de ne rien te laisser. Mais pourquoi? S'écria maman en se levant à nouveau. Je suis ta fille. Je suis ta fille, Jay, qui a détruit la vie de son enfant. L'interrompit sa grand-mère d'une voix ferme. Qui a menti, manipulé, humilié? Qui a poussé Kenzie à accoucher prématurément par sa pression constante, ses exigences, son contrôle? Je ne veux pas que mon argent te revienne tant que tu n'auras pas pris conscience de ce que tu as fait. Denis se leva, le visage rouge. Vous n'avez pas le droit. Tais-toi, l'interrompit sa grand-mère en le regardant froidement. Tu n'es pas mon fils, tu n'es pas de mon sang, tu n'auras rien, tu as contribué à détruire la vie de ma petite fille. Tu as caché la vérité, tu as manipulé. Le fait que tu sois le mari de ma fille ne t'aidera en rien. Denis s'assit en serrant les mâchoires. Maman regardait sa grand-mère avec haine. La grand-mère regarda Kenzie. Elle était assise immobile, les yeux fixés sur le sol. Kenzie, tu n'auras rien directement, dit la grand-mère d'un ton plus doux, mais si Tara décide de partager avec toi, c'est son droit. Je lui fais confiance. C'est une fille bien, plus gentille que vous tous réunis. Kenzie me regarda, il y avait de la douleur dans ses yeux, maman se leva à nouveau, le visage déformé par la colère. Tu es folle, cria-t-elle. Tara a tout inventé. Elle a truqué cette vidéo, elle t'a manipulée. J'ai vu la vidéo, dit grand-mère calmement. Je crois Tara, mais pas toi, tu es ma fille Lorraine, mais tu as fait des choses impardonnables et je ne veux pas soutenir cela avec mon argent. Maman la regardait avec haine, avec désespoir. Tu le regretteras, a-t-elle sifflé. Non, a répondu calmement grand-mère. Je ne le regretterai pas. J'ai vécu 88 ans. Je sais ce que je fais. Denis prit ma mère par la main et la tira vers la sortie. Elle se dégagea et me regarda. Tu as gagné, dit-elle doucement, mais sa voix tremblait. Tu es contente, tu as tout pris. Ma grand-mère, l'argent, même Kenzie, je la regardais en silence, je ne ressentais ni satisfaction ni triomphe, je la regardais tout simplement. J'espère que ça en valait la peine, dit-elle avant de partir. La porte claqua derrière eux. Kenzie restait assise, immobile, les yeux fixés sur le sol. Gareth se pencha vers elle et lui murmura quelque chose à l'oreille. Tante Vive s'est levée doucement et a quitté la pièce sans me regarder. Grand-mère s'est approchée de moi et a posé sa main sur mon épaule. C'est la bonne décision, a-t-elle dit fermement. N'en doute pas, j'ai hoché la tête, je ne savais pas quoi répondre. Kenzie a finalement levé la tête et m'a regardée. Ses yeux étaient rouges. Tu veux bien me raconter? M'a-t-elle demandé doucement. Je suis restée silencieuse. J'ai réfléchi, puis j'ai répondu honnêtement. Je ne sais pas, je n'y ai pas encore réfléchi. Elle a hoché la tête et a baissé la tête à nouveau. Gareth m'a regardé et m'a fait un signe de tête, sans un mot, juste un signe de tête en signe de respect. Puis il a aidé Kenzie à se relever et ils sont partis. Je suis restée seule avec ma grand-mère. Et maintenant? Ai-je demandé doucement. Maintenant, tu vis, a-t-elle répondu en me serrant dans ses bras, sans culpabilité, sans peur.
Tu vis, tout simplement. Le lendemain, Kalen m'a appelé, sa voix était surprise mais sincère. Tara, a-t-il dit, j'ai entendu parler du testament de ta grand-mère. Félicitations. Merci, ai-je répondu. Pause. Écoute, je sais que Cheryl a dit que tu ne pouvais pas vivre chez nous, mais si tu as besoin d'aide pour déménager, pour trouver un logement dans notre état, je peux t'aider. Un peu. Pas beaucoup, mais un peu. Tu es une femme de 25 ans en bonne santé, pas une enfant. Mais je veux faire partie de ta vie, si tu es d'accord. Je suis restée silencieuse. J'ai réfléchi. Je vais y réfléchir, ai-je finalement dit. D'accord, répondit-il. Réfléchis, je suis là, toujours. Je raccrochai et restai assise dans la cuisine, regardant par la fenêtre. Un nouvel état, une nouvelle vie, loin de ma mère, de Denis, de tout ce qui était. Ma grand-mère entra dans la cuisine, versa du thé et posa une tasse devant moi. Tu pars demanda-t-elle en s'asseyant en face de moi. J'y pense, alors pars. Tu n'as rien à faire ici, tu ne fais que souffrir. Là-bas, c'est une nouvelle vie qui t'attend. J'ai hoché la tête, j'ai bu mon thé en silence. Tu vas me manquer, a dit ma grand-mère doucement, et tu me manqueras aussi. Mais reviens, tu m'entends, reviens vers moi. Je reviendrai, je te le promets. Une semaine plus tard, je faisais mes valises. Je n'avais pas beaucoup d'affaires, tout tenait dans 2 sacs et une boîte. Des vêtements, des papiers, un ordinateur portable, quelques photos. Ma grand-mère m'aidait, pliant silencieusement mes vêtements, emballant dans du papier les tasses que j'aimais. Prends ça, dit-elle en me tendant un petit coffret. C'est de la part de ton grand-père, il voulait que tu l'aies. J'ai ouvert la boîte. À l'intérieur, il y avait une vieille montre en or gravé. Grand-père l'a portée pendant 40 ans, a dit ma grand-mère. Maintenant, elle est à toi. Je l'ai serrée dans mes bras, elle tremblait dans mes bras, petite, vieille, mais forte. Le soir, avant de partir, j'ai reçu un message de Kenzie. Je ne sais pas si je pourrais arranger les choses, mais prends soin de toi. J'ai longuement regardé ce message, puis j'ai répondu: Prends soin de toi et de Nathan, tu es une bonne mère, ne l'oublie pas. J'ai envoyé le message, j'ai posé mon téléphone, je me suis assise dans la voiture, ma grand-mère se tenait sur le seuil, me faisant signe de la main, je lui ai répondu par un signe de la main, j'ai démarré le moteur et je suis partie vers une nouvelle vie. Sans culpabilité, sans peur, je suis simplement partie. Un an plus tard, je me tiens sur le balcon de mon appartement et je regarde la ville. C'est septembre, le soleil se couche derrière les gratte-ciel, peignant le ciel de nuances roses et orangées. En bas, dans la rue, les gens rentrent du travail, certains portent des sacs de courses, d'autres parlent au téléphone, d'autres encore marchent simplement en regardant leurs pieds. Une vie normale, ma vie. Je vis dans un autre état depuis 12 mois déjà. Je travaille à plein temps comme coordinatrice logistique dans une petite entreprise stable. Le salaire est correct, suffisant pour payer le loyer, la nourriture, la voiture et même mettre un peu d'argent de côté pour l'avenir. Rien d'extraordinaire, mais cela me suffit. Kalen et Cheryl m'ont aidé au début, pas beaucoup. Kalen m'a donné 1 500 $ pour le premier et le dernier mois de loyer. Cheryl m'a aidé à trouver un appartement bon marché grâce à une de ses connaissances qui travaille dans une agence immobilière. Le café est prêt, crie Freya depuis la cuisine. Je me retourne, elle se tient dans l'embrasure de la porte du balcon, 2 tasses à la main et me sourit. Freya a emménagé chez moi 4 mois après mon déménagement. Elle a trouvé un emploi de technicienne de laboratoire dans une clinique locale et nous avons commencé à partager un appartement, un 2 pièces, pas cher, avec un balcon et une vue sur la ville. Merci, dis-je en prenant une tasse. À quoi penses-tu demande-t-elle en s'asseyant sur une chaise à côté de moi. À la rapidité avec laquelle l'année est passée. Rapidement, acquiesce-t-elle. Mais bien, je hoche la tête. Bien, pas parfaitement, mais bien. Quand vas-tu voir ta grand-mère demande Freya. La semaine prochaine, pour le week-end. Elle va bien. Oui, elle a déjà 90 ans, mais elle est en bonne santé. Elle arrose encore son jardin toute seule, prépare ses repas et gronde ses voisins. Freya sourit. Elle est formidable. Oui, acquiesçai-je. Formidable. Nous restons silencieux, buvons notre café et regardons le coucher de soleil. C'est notre rituel. Tous les soirs, si le temps le permet, nous nous asseyons sur le balcon et restons simplement silencieux. Pas besoin de mots, juste d'être là. Le téléphone sonne, je regarde l'écran, c'est grand-mère Clarisse. Je souris et je réponds. Bonjour grand-mère. Bonjour ma chérie, comment vas-tu? Bien, et toi? Bien aussi. Le jardin est en fleurs, la voisine a apporté un gâteau, le chat des voisins essaie encore d'attraper mon perroquet. Je ris. Grand-mère parle toujours de petites choses. Du jardin, des voisins, du temps. Elle ne pose pas de questions sur maman, elle ne me pose pas de questions sur Kenzie. Elle me raconte simplement sa vie et cela me rassure. Tu viens la semaine prochaine me demande-t-elle. Oui. Vendredi soir. Bien, je te préparerai ton plat préféré. Merci, grand-mère. Je t'aime, ma petite. Moi aussi, elle raccroche. Je reste assise avec le téléphone dans les mains et je souris. Grand-mère, la seule personne de mon passé avec qui je communique encore chaque semaine. Nous parlons par vidéoconférence tous les dimanches, je lui rends visite tous les 2 mois, maman ne lui parle plus. Depuis le jour où grand-mère a réécrit son testament, elles ne se sont plus adressé la parole. Grand-mère souffre, je le sais, mais elle ne change pas d'avis. J'ai fait ce que je pensais être juste, me dit-elle chaque fois que je lui demande si elle regrette. Comment va-t-elle demande Freya. Bien, comme d'habitude. Et Kenzie, tu as eu de ses nouvelles? Je hoche la tête. Elle m'a écrit la semaine dernière. Elle dit que Nathan a commencé à marcher. C'est bien. Oui, Kenzie, ma sœur, je l'ai vue 3 fois cette année. Elle est venue avec Nathan et Gareth chez grand-mère et nous nous sommes croisés. La première fois, c'était difficile. Nous étions assis dans la cuisine de grand-mère, buvant du thé sans nous regarder. Gareth tenait Nathan dans ses bras. Grand-mère essayait de détendre l'atmosphère en parlant de tout et de rien. Mais nous restions silencieux. Que dire? Je suis désolée. Je te pardonne.
Nous n'étions pas prêts pour cela. La deuxième fois, c'était un peu plus facile. Nous avons parlé du temps, du travail de Nathan. Kenzie m'a raconté qu'il avait commencé à sourire, qu'il aimait qu'on lui chante des chansons. J'écoutais en hochant la tête. Je n'essayais pas de me rapprocher, j'écoutais simplement. La troisième fois, Kenzie m'a dit quelque chose d'important. Nous étions assis sur la véranda de la maison de sa grand-mère. Gareth jouait avec Nathan dans le jardin et sa grand-mère préparait le déjeuner. Kenzie m'a regardé et m'a dit doucement: Gareth tient toujours sa mère et Dennis à distance. Il voit Nathan une fois par mois, sous son contrôle. Il ne les laisse pas rester seuls avec lui. Comment réagis-tu à cela? Ai-je demandé prudemment. Au début, c'était difficile, a-t-elle admis. Mais maintenant, je comprends. Elle est toxique. Ma mère, elle a toujours été toxique. Je ne voulais simplement pas l'admettre. Je suis restée silencieuse. Merci, a-t-elle dit soudainement. Pourquoi? Pour avoir montré la vérité, même si ça fait mal. J'ai hoché la tête. Je ne savais pas quoi répondre. Je ne peux pas dire que je t'ai pardonné, a-t-elle poursuivi. Parce qu'une partie de moi pense encore que si tu n'avais pas montré cette vidéo, Nathan serait né à terme et en bonne santé. Mais une autre partie comprend que tu n'es pas responsable, que c'est maman qui m'a poussé à faire ça. Tu es forte, dis-je, plus forte que tu ne le penses. Elle sourit, tristement, mais elle a souri. Je ne sais pas, mais j'essaie. Nous n'avons plus parlé de cela. Nous sommes simplement restés assises à regarder le jardin où Gareth soulevait Nathan pour lui montrer les pommes dans le pommier. Une scène ordinaire, une vie ordinaire. Je ne sais pas si je pourrai un jour pardonner complètement à Kenzie, je ne sais pas si elle pourra me pardonner, mais la rancœur a disparu. Nous suivons simplement chacune notre chemin. Parfois, ces chemins se croisent. Chez grand-mère pour une brève conversation, une tasse de thé, et parfois non. Et c'est normal, j'ai bloqué maman et Denis partout, téléphone, réseaux sociaux, courrier. J'ai entendu de tant de vives que maman continue de raconter sa version aux membres de la famille. Que j'ai truqué la vidéo, que je suis mentalement instable, que j'ai provoqué l'accouchement prématuré de Kenzie. Certains la croient, d'autres non. Je m'en fiche, je ne fais plus partie de ce monde. Tante Vive m'écrit parfois, brièvement, prudemment. Comment vas-tu? Tout va bien? Je réponds tout aussi brièvement. Bien, merci. Elle ne prend pas publiquement mon parti. Elle a toujours peur d'un conflit avec ma mère, mais elle connaît la vérité, et c'est déjà quelque chose. Le testament de ma grand-mère ronge encore ma mère. Tante Vive m'a dit que ma mère ne pouvait pas accepter d'avoir tout perdu. La maison, les économies, les actions, tout cela m'appartient désormais. Le testament de ma mère, comparé à celui de ma grand-mère, est insignifiant. Quelques milliers de dollars, de vieux meubles, une voiture. Elle rêvait de léguer quelque chose de plus important à Kenzie, mais c'est désormais impossible, et cela la ronge chaque jour. Je n'éprouve aucune satisfaction à ce sujet, je ne ressens aucun triomphe, juste de l'indifférence. Ma mère a fait son choix, elle vit maintenant avec lui. Tu penses à elle? Demande Freya, interrompant mes pensées. Parfois, réponds-je honnêtement, mais ça ne fait plus aussi mal. C'est bien, oui. Nous finissons notre café. Le soleil s'est couché, le ciel s'assombrit, les lampadaires s'allument, la ville s'anime de sa vie nocturne, les voitures, les gens, les lumières des vitrines. On rentre, propose Freya. J'ai préparé le dîner. Allons-y, nous entrons dans l'appartement. Il fait chaud, c'est confortable. Sur la table de la cuisine, il y a des assiettes, des fourchettes, une casserole de soupe. Freya aime cuisiner, j'aime manger. La combinaison idéale. Nous nous asseyons à table, nous mangeons, nous parlons de choses et d'autres, du travail, de l'actualité, de ce qu'il y a à regarder à la télévision ce soir. Une conversation ordinaire, une vie ordinaire. Après le dîner, je m'assois sur le canapé avec mon ordinateur portable, je consulte les graphiques des livraisons pour la semaine prochaine. Freya lit un livre à côté de moi, c'est calme et paisible. Mon téléphone vibre, c'est un message de Kenzie. Nathan a fait ses premiers pas aujourd'hui. Gareth a pleuré de joie. Je voulais que tu le saches. Je souris, je réponds: c'est merveilleux, prends soin de lui. J'envoie le message, je pose mon téléphone. La vie n'est pas devenue parfaite. Je me réveille parfois la nuit et je me demande si j'aurais dû montrer cette vidéo, si j'aurais dû briser l'illusion, mais ensuite je me souviens de ma vie d'avant, où je me sentais constamment coupable de ne pas être assez bonne, où j'avais peur de faire quelque chose de mal, où je vivais dans l'ombre de Kenzie, qui a toujours été plus aimée. Et je comprends que j'ai bien fait, pas pour me venger, pas pour triompher, pour moi, pour pouvoir enfin respirer. Le lendemain, au travail, mon patron, Roger, m'appelle dans son bureau. Tara, dit-il en s'asseyant à son bureau, j'ai une proposition à te faire. Nous ouvrons une nouvelle succursale dans la ville voisine. Nous avons besoin d'un coordinateur, le salaire est plus élevé, les responsabilités sont plus importantes. Ça t'intéresse? Je reste silencieuse, je réfléchis, une nouvelle succursale, plus d'argent, plus d'opportunités. Réfléchis, dit-il, ne te précipite pas. Fais-moi savoir avant la fin de la semaine. J'acquiesce, je sors du bureau, j'y pense toute la journée, de nouvelles opportunités, une nouvelle étape. Le soir, j'en parle à Freya. Qu'en penses-tu? Lui demandai-je. Je pense que c'est une bonne chose, répond-elle. Tu le mérites. Mais je vais devoir travailler davantage, j'aurai moins de temps pour moi. Oui, mais tu es forte, tu y arriveras. J'acquiesce, elle a raison, je suis forte, j'y arriverai. Vendredi, je pars chez ma grand-mère. 3 heures de route, de la musique dans la voiture, des pensées dans ma tête. J'arrive le soir, ma grand-mère m'accueille sur le seuil, m'embrasse. Elle sent la lavande et la maison. Comment vas-tu, ma petite? Me demande-t-elle. Bien, et toi? Bien aussi. Nous nous asseyons dans la cuisine, buvons du thé, mangeons les tartes de grand-mère, nous parlons de tout et de rien. Elle ne me pose pas de questions sur maman, je ne lui en parle pas. On m'a proposé une promotion, dis-je. C'est merveilleux, sourit-elle. Je savais que tu irais loin. Merci, grand-mère.
Elle me prend la main et la serre. Je suis fière de toi, je l'ai toujours été. Je sens mes yeux se remplir de larmes, je ne pleure pas, je reste assise tenant sa main. Le lendemain, nous sommes assises dans le jardin, ma grand-mère arrose les roses, je suis assise sur un banc et je la regarde. Elle est vieille, lente mais forte, elle n'abandonne pas. Grand-mère, dis-je, tu ne regrettes pas le testament? Elle s'arrête, me regarde. Non, dit-elle fermement, je ne regrette pas, tu le mérites. Lorraine a fait son choix. Maintenant, elle vit avec. Mais c'est ta fille? Oui, et je l'aime, mais l'amour ne signifie pas soutenir ce qui est mal. Je hoche la tête, je comprends. Le soir avant mon départ, ma grand-mère me serre longuement dans ses bras. Reviens, murmure-t-elle, reviens toujours, je reviendrai, je te le promets. Je rentre chez moi, 3 heures de route, de la musique, des pensées. J'arrive à minuit, Freya dort déjà. Je rentre discrètement dans ma chambre, je m'allonge sur mon lit et je regarde le plafond. Je repense à l'année écoulée, à cette vidéo, à la baby shower, à Kalen, au testament de ma grand-mère, à Kenzie et Nathan, à ma mère qui ne fait plus partie de ma vie. Est-ce que je regrette? Non, je ne regrette pas. Ma vie n'est pas devenue parfaite, mais elle est devenue la mienne. Pour la première fois en 25 ans, elle est mienne. Le lendemain matin, je suis assise sur le balcon avec un café. Le soleil se lève, la ville s'éveille. Freya sort et s'assoit à côté de moi. Bonjour, dit-elle. Bonjour. À quoi penses-tu? Au fait que j'ai accepté l'offre, le nouveau poste. Elle sourit. C'est bien, je suis fière de toi. Merci, nous sommes assis en silence, buvons notre café, regardons la ville. Une nouvelle vie, de nouvelles opportunités, de nouveaux défis, je souris. Non pas parce que tout s'est déroulé comme dans un conte de fées, mais parce que pour la première fois de ma vie, j'ai le sentiment d'avoir le droit de respirer, sans culpabilité, sans peur, simplement vivre.